Aujourd'hui, nous allons parler reconversion professionnelle avec une nouvelle session des tables rondes de la psychothérapie. Pendant 2 jours, nous avons invité des psys d'orientation différentes à débattre sur des sujets en lien avec la psychothérapie. Dans cette vidéo, on explique comment se sont passées nos reconversions professionnelles, quelles galères on a eues, si c'est quelque chose de facile et aussi comment s'est déroulé nos premières consultations, et vous allez voir que c'est assez marrant. Alors comme Catherine et moi faisions partie des intervenants, nous avons demandé à Myriam, alias Ludvivo sur les réseaux, de prendre la place d'animatrice et à Bérénice Lefebvre pour la partie technique que vous entendrez hors champ. Vous les retrouverez toutes les deux dans une prochaine vidéo des tables rondes de la psychothérapie. Et maintenant, c'est parti. Bon, les noms, on se laisse guider. Alors, du coup, pour cette table ronde, c'est moi qui anime Myriam. Il y a Bérénice en backstage qui lit vos questions. Et donc, je suis là pour parler avec Catherine, Fabien et Johanna de reconversion professionnelle. Moi, j'ai une question parce que tous les trois, vous avez une reconversion professionnelle un peu atypique, chacun à votre manière. Et du coup, j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus. Alors, Catherine, je commence par toi parce que comme tu en as déjà parlé sur YouTube, je vais me permettre de t'interrompre plus rapidement pour laisser la parole à Fabien et à Johanna. Alors pour les personnes qui ne savent pas, moi j'étais inspectrice du Trésor public avant. Voilà, bon, il y a une vidéo entière sur YouTube sur ma reconversion, donc je suis plus là pour témoigner un petit peu, mais pour le détail, là où c'est peut-être un peu différent pour moi pour d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger sur les réseaux sociaux, c'est que moi je savais déjà, même quand j'étais inspectrice du Trésor, que je voulais être psychologue. C'est juste que c'était une époque de ma vie, donc il y a 25 ans, où j'avais vraiment moi-même un trouble anxieux généralisé et un trouble panique extrêmement fort. Et donc je me sentais pas du tout capable de faire ce métier, voilà. Donc je m'étais dit, à l'époque je faisais du droit, donc je continuais mes études de droit, je me suis dit je vais continuer tout en sachant qu'un jour je me reconvertirais, et puis un jour voilà, je m'ennuyais trop au travail, je me suis dit ok, c'est le bon moment. Et c'était là où moi j'ai choisi de reprendre la fac, puisque beaucoup de mes collègues qui se sont reconvertis à 30, 40 ou 50 ans ont décidé d'être psychopraticiennes ou psychopraticiens, parce que la fac, c'est fastidieux quand même, reprendre la fac à cet âge-là. Et du coup, moi, c'était en 2012, il y a eu la loi Accoyer qui disait qu'on ne pouvait plus avoir le titre de psychothérapeute si on n'avait pas fait la fac, alors que moi j'étais déjà dans une formation qui à l'époque pouvait me permettre de dire que j'étais psychothérapeute. C'est une formation longue en analyse transactionnelle. Et finalement, je me suis dit, j'ai eu une petite crise de légitimité, j'ai eu peur que je puisse pas en vivre, et donc j'ai repris quand même la fac. Mais en fait, j'ai des collègues qui l'ont pas fait et qui en vivent aujourd'hui, et qui, contrairement à ce que certaines personnes disent parfois sur les réseaux, moi je trouve sont très bien formés. Voilà. Bon, c'est un autre débat qu'on a fait l'an dernier, si ça intéresse les gens. L'année dernière, c'était... Il y a la vidéo sur la chaîne YouTube. Voilà, est-ce qu'il faut être psychologue de la fac pour être un bon thérapeute? On avait eu ce débat, j'avais donné mon opinion, d'autres ont donné le leur. Si vous voulez le voir, allez sur notre chaîne YouTube. Et donc toi, Fabien, comment c'est ton parcours de reconversion? Parce que toi, t'es pas du tout du monde de psy à la base. Non, moi je suis développeur web à la base. Et c'est pour ça que c'est souvent moi qui suis en backstage, qui fait les enregistrements, qui gère tout ce qui est informatique, enregistrement, montage vidéo, tout ça. Et avec Catherine, quand on a commencé Catherine la psy, j'étais vraiment cantonné à ce rôle-là. Et petit à petit, j'ai donné aussi mon point de vue de non-psy dans la lettre psy. Donc vous pouvez vous abonner sur catherinelapsy.com. Petit instant marketing. Ouais, c'est pas forcément marketing, il y a quand même beaucoup de choses dedans qui sont hyper intéressantes. C'est vrai. Il y a plein de trucs intéressants. Et puis ensuite, l'activité Catherine la psy, elle s'est développée de plus en plus, et au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien mettre le pied dans une approche de thérapie pour voir un peu ce que c'est, être de l'autre côté. Et comme j'étais très intéressé par l'hypnose, eh bien, je me suis inscrit en hypnose ericksonienne, et au début, c'était... je suis venu un peu en touriste, quelque part, pour... Pas avec un projet de te dire que tu allais te reconvertir. J'avais pas le projet. Et ça m'a beaucoup plu d'aider les gens, parce que quand on apprend une approche, eh bien, on teste sur soi, mais on teste sur les autres, on voit aussi ce que ça fait, l'impact qu'on a sur l'autre, et ça m'a beaucoup plu de voir ça. Et puis après, j'ai terminé mon cursus complet d'hypnose, et puis je me suis dit, j'aimerais bien m'installer. Là, j'ai commencé mon cursus de thérapie mosaïque pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à l'EMDR,
vraiment des bases sur le trauma. Parce que Catherine, elle m'en parle beaucoup et donc forcément je suis hyper intéressé. Oui, puis dans la lettre psy, je sais pas si les gens le savent, mais en fait, donc on écrit, on a 3 articles et une citation, donc on fait chacun 2 éléments, mais en fait, l'autre relit pour, alors, il y a toujours des fautes d'orthographe qui passent à la trappe, mais bon, on relit pour corriger les coquilles. Puis parfois, Fabien, en tant que, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en tant que non spécialiste de la question, des fois il me disait, non, la Catherine, c'est trop technique, en fait, c'est pas pédagogique ton truc. Donc en fait, on se relit les trucs, donc à force de lire des trucs de psy, oui, Ah, mais je vois les phrases à rallonge sur 6 lignes. Mais comment ça, on fait des phrases à rallonge? Je suis pas tout à fait d'accord. Dans les livres oh là là, quel enfer à lire. Donc voilà. Donc toi, tu étais vraiment sur quelque chose de pas forcément plus de découverte, d'envie de découvrir, et puis finalement, de formation en formation, ça t'a donné envie, quoi. Oui, parce que tu avais fait la CNV aussi avant. Et j'avais fait la CNV aussi. Mais ça, c'était plus effectivement pour toi. Pour moi, pour apprendre à mieux communiquer. Mais ça t'a quand même donné des bases. Et ça m'a donné des bases, et c'était aussi hyper intéressant. Mais après, c'est pas complètement fou, parce que dans les métiers du développement, de la programmation, en général, on code pas pour coder, on code pour un métier. Et souvent, on touche beaucoup de métiers où on voit comment ça fonctionne. Par exemple, j'ai travaillé à la bibliothèque de Lyon, donc en bibliothèque économie, et j'ai pu voir si c'était un monde qui m'intéressait. Ou j'ai travaillé pour le ministère de la Défense, j'ai pu voir si le monde du ministère de la Défense pouvait m'intéresser aussi ou pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de programmeurs qui, au bout d'un moment, changent de direction parce que ils trouvent un autre domaine qui leur plaît. Et ça permet d'utiliser presque un super pouvoir, de pouvoir développer. C'est sûr que sans toi, Catherine Lapsy, c'est pas pareil. Oui, vous faites un bon binôme. Et du coup, Johanna, est-ce que je sais que toi, t'exerçais déjà, mais en tant que neuropsy, c'est ça? Oui. Et maintenant, t'es dans une autre approche, puisque du coup, t'es plus du tout en tant que neuropsy. Ouais, j'exerce plus. On n'est pas non plus sur la reconversion de la décennie, parce que j'étais donc déjà neuropsy. En fait, moi, j'avais beaucoup hésité déjà à la fin de la licence. Donc moi, j'étais en licence de psycho dans une fac psychanalytique. Donc il y a différentes orientations en psycho pour les personnes qui ne sont pas très familières avec ça. Mais bon, si vous êtes sur Catherine Lapsy, vous devez avoir une notion qu'il existe plein de choses très différentes. Et donc moi, c'était vraiment psychanalytique. Et en fait, arrivé à la fin de la 3e année, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que j'allais faire comme master. Moi, j'hésitais même à changer complètement, à faire de l'enseignement, enfin bon, bref. Et à la fin, il restait ce choix entre psychologie clinique et donc un versant plus psychothérapie ou la neuropsychologie. Donc moi, les deux m'intéressaient beaucoup, mais je connaissais que l'approche psychanalytique en fait. En psychothérapie, ça se passait plutôt bien pour moi à la fac, mais j'arrivais pas à voir ce que j'allais faire avec ça en fait en tant que psychothérapeute. Ça me parlait pas en fait, j'étais pas très confortable. Un outil et une théorie dans laquelle tu te sentais à l'aise. Voilà. Donc, alors que la neuropsy, ça me plaisait beaucoup. Et puis il y avait un côté aussi très rassurant à la neuropsy. Bon voilà, on a nos petits tests, nos petits outils. C'était quand même un peu plus confortable pour moi. J'avais pas encore un petit peu, ça rejoint un peu ce que tu disais, alors sans parler, j'avais pas de troubles anxieux généralisés, voilà, j'avais pas de choses comme ça, mais j'avais pas commencé le travail sur moi à ce moment-là. Et pareil, en fait, pour moi, il me semblait que c'était pas le moment de faire ça. Donc j'ai choisi plutôt le master neuropsy. Et en fait, j'ai exercé pendant 3 ans en tant que neuropsy et plus le temps passait, donc j'étais en institution en tant que neuropsy, et plus je commençais à être très intéressée par ce que faisait ma collègue psychologue clinicienne. Jusqu'à... Dans ton institution. Dans mon institution, ouais. Et ça devenait presque un petit peu frustrant parce que ça m'intéressait un petit peu plus que ce que moi je faisais. Je m'entendais très bien avec elle, donc en fait c'était plutôt motivant pour moi qu'autre chose, et il n'y avait pas vraiment de souci de recouvrement des pratiques. En plus c'était pas du tout neuropsy, mais ça m'a donné le goût vraiment, et puis j'étais frustrée parce qu'en fait en plus je travaillais dans une unité de diagnostic de maladies neurodégénératives. Et puis je faisais beaucoup de diagnostics différentiels entre les problèmes neuro et les problématiques psy. Et en fait, bien souvent, il y a des problématiques psy qui créent des troubles cognitifs, donc troubles de l'attention, troubles de la mémoire, tout ça. Et j'étais très frustrée de m'arrêter là, en fait. Donc de dire, voilà le problème,
Mais voilà. Je vais pas pouvoir faire la suite. Allez. Voilà. Et du coup, j'ai très envie de me former. Ce que j'ai fait, donc j'ai repris des études. En fait, en soi, sur un terme purement légal, moi j'avais le droit de faire juste de la psychothérapie. Je pouvais avoir le titre même de psychothérapeute. On pourrait aussi discuter de ça. Hein. Mais au niveau des critères, en tout cas, je remplissais les critères. Après, sur un plan éthique, pour moi, ça ne m'allait pas de faire de la psychothérapie dans ces conditions-là. Je ne m'estimais pas formée. Bref, j'ai repris du coup des études, donc une formation aux thérapies cognitives et comportementales sur 3 ans que tu as faite. Tu as fait le DU. Alors j'ai pas fait le DU, j'ai fait la FTCC. Ah oui, moi j'ai fait un DU. Voilà, mais c'est globalement la même chose. Hein. Donc c'est une reprise d'études pendant plusieurs années où à peu près un week-end par mois, on se forme. Et après, j'ai arrêté la neuropsy. Et du coup, tu as basculé dans la psychologie clinique et la psychothérapie. Exactement. Voilà. Alors c'est le moment de faire un petit interlude dans ce débat. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je suis Fabien et avec Catherine que vous avez entendu durant ce débat, on explore la psychothérapie autrement, avec des discussions nuancées, un regard aiguisé sur les approches scientifiques et en s'éloignant des guerres de chapelle. Et si ce type de contenu vous intéresse, nous vous invitons à vous abonner à notre lettre psy. Alors c'est quoi la lettre psy? C'est un email gratuit avec 3 articles et une citation, écrite par Catherine et moi. C'est finalement un vrai petit magazine qu'on vous envoie gratuitement toutes les 2 semaines. En plus, vous aurez accès à toute notre actualité YouTube, podcasts et réseaux sociaux. Car nous proposons beaucoup de contenus gratuits sur plusieurs plateformes et comme elle ne les propose pas toujours sur le fil d'actu de nos abonnés, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la lettre psy pour être sûr de ne rien rater. Pour s'inscrire, c'est rapide, c'est gratuit, il suffit de laisser votre email sur notre site internet catherinelapsy.com. Et maintenant, retour au débat. Et c'est quoi pour vous le plus gros challenge quand on se reconvertit? C'est la question. Alors moi, je dirais que comme j'ai repris la fac à l'âge adulte, moi je dirais que c'était ça, le plus dur. C'est que c'était la fac. Moi, de toute façon, régulièrement, on me pose des questions sur des questions le master, des lettres à faire. Moi, la fac, oubliez-moi, en fait, j'ai fait ça vraiment pour le titre. Et parce que j'avais peur de ne pas vivre de mon activité si j'avais pas le titre de psychothérapeute, mais ça ne m'a pas intéressée. Alors en licence je travaillais et le soir, parce que j'étais à distance à l'IED, il m'a fallu 4 ans pour avoir ma licence, c'est hyper fatigant, vous bossez la journée, le soir il y a des choses à faire, tu rentres chez toi et t'as ta vie en fait. Ouais. Et non, ça c'était vraiment hyper fatigant. Moi, c'est comme en formation, parce que moi, je me souviens en DU, on avait comme ça aussi, je travaillais aussi, toi aussi, c'est ça. Tu as fait ta formation en thérapie en parallèle. Ouais. Donc ça, pour toi, c'est... Ouais, mais je trouve que la fac, c'est encore plus intense. T'es censé être à plein temps, donc même si j'étais à distance, j'avais des cours. En fait, ça aurait pu m'occuper. Et si je m'étais fait mon emploi du temps, parce que t'es censé... T'aurais fait toute la journée. J'aurais fait toute la journée, il fallait faire ça le soir, enfin vraiment un enfer. Il y a eu ça, et il y a eu le fait que... Bon, la licence, pour moi, c'était vraiment des QCM, donc j'ai appris par cœur des trucs, et bon, en tant que TDAH, autant vous dire qu'apprendre par cœur, c'est et pas mon truc, et surtout, du coup, c'est pas un système d'apprentissage qui marche sur le long terme pour moi, donc j'ai tout oublié. Aujourd'hui, je reviens à des trucs que j'ai fait en licence, et je me dis, putain, il y a des trucs qui étaient intéressants, en neuro notamment, ou des choses comme ça, mais bon, sur le coup, j'ai tout oublié, et après, j'ai été dans une fac psychanalytique, bon, je ne détaille pas ici, mais moi, ça m'a pas du tout plu, ça m'a pas convenu, donc en fait, j'ai fait ce cursus de fac, en serrant les dents parce que ça ne m'intéressait pas, c'était lourd, j'ai failli arrêter d'ailleurs et me dire bon ok je lâche l'affaire, je fais pas le master, tant pis et tout. Et voilà, donc pour moi c'était ça le plus dur, c'était lourd quoi, lourd. Alors que après j'ai fait des formations en psychothérapie, en EMDR, en thérapie des schémas, j'avais déjà l'analyse transactionnelle, bon depuis je me forme à plein de trucs, et là je suis dans le kiff quoi, donc ça c'est agréable. Mais pour moi c'était ça le plus gros challenge, la charge de boulot que c'était l'enseignement à la fac. Ouais, la fac. Et toi, Johanna, c'est quoi le plus gros challenge de passer de neuropsy à... Alors, il y avait un peu le deuil de se dire, donc j'ai choisi ce master-là, j'ai passé 2 ans à me spécialiser en neuropsychologie. Un peu le côté, en fait, moi j'étais relativement tranquille avec ça, mais c'est plutôt les autres qui venaient me dire, mais ça va te manquer. Tu vas voir, ça va te manquer. Mais du coup, est-ce que tu as bien fait de faire ce master-là? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Je perds mon temps. Enfin, ça coûte très cher de se former. Ça prend beaucoup de temps. C'était le retour recommencer les mémoires. Moi, quand j'ai fini mon master, c'est pareil, les études, c'est bon, j'avais eu ma dose. Même si mon master m'a beaucoup plu, j'ai changé de fac entre-temps. Et de me dire, je me relance là-dedans. C'est-à-dire que j'en ai pas besoin de faire ça, normalement. Et je me relance là-dedans. Donc, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent.
et me poser la question, est-ce que j'ai fait le bon choix il y a quelques années quand j'ai choisi mon master ? Oui. Aujourd'hui, je suis tranquille avec ça et je suis contente d'avoir les deux, de faire ces deux expériences-là. Mais ouais, de se relancer aussi très rapidement, parce que moi, du coup, c'était très rapidement après la fin de mes études que j'ai repris ces études-là. Difficile, parce que je pensais que c'était fini, en fait. Alors, quand on est psy, on sait qu'on va refaire des formations. Mais un truc bien lourd comme ça, avec qui demande autant d'engagement, je pensais pas. Et voilà, c'est reparti. Et toi, Fabien, c'est quoi le plus gros challenge ? Et ben moi, je vais en donner 2. Allez. Le premier, pour moi, c'était le temps. Parce que je faisais mon boulot de développeur, mais plutôt formation. Je donnais maintenant des formations en programmation pour me dégager du temps pour travailler sur Catherine la psy. Et donc, j'avais un peu un double job. Et donc Catherine la psy, ça prend aussi énormément de temps parce que c'est du travail sur les réseaux sociaux avec un algorithme. Et du coup, ça veut dire que mon patron, c'est un algorithme. Et l'algorithme, il ne prend pas en compte les jours de congé, les vacances. Il y a des gens qui idéalisent peut-être le métier de créateur de contenu, mais en fait, derrière, il faut bien se dire c'est beaucoup de boulot. Qu'on a un patron qui ne tolère rien et qui rémunère pas forcément comme on devrait. Des fois, on sort des trucs qui sont géniaux et en fait... Personne ne les voit. Personne ne les voit. Ça, c'est encore un autre sujet. Bref, en tout cas, j'ai pas beaucoup de temps et il fallait réussir à caser des formations en plus là-dedans. Donc, pour moi, c'était la ressource temps qui était la plus dure à trouver. Et ensuite, pour moi, c'était plutôt une question de légitimité. Parce qu'effectivement, entre les psychiatres, les psychologues, les psychopraticiens, il y a des choses qui se disent. Sur les réseaux sociaux, il y a des petites guéguerres qui arrivent. Des petites guéguerres en plus où c'est la parole de certaines personnes qui sont un peu montées en neige parce que c'est des gens qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et à partir du moment où il y a un gros troll, les réseaux sociaux, ils mettent ça en avant et on a l'impression que c'est tous les psychologues qui pensent que les psychopraticiens sont des nuls, par exemple. Même là, il y a des gens qui nous ont critiqués parce que dans nos tables rondes, on a invité des gens comme toi ou comme Angelo hier qui n'ont pas le titre de psychologue. Et l'année dernière aussi. Et en même temps, il y a des gens dans le chat de la conférence d'avant qui disaient « Est-ce qu'il serait possible d'avoir plus de psychopraticiens ?» Donc en fait, il faut faire comme nous on a envie. Ouais, c'est ça, de toute façon, sur les réseaux. Et inviter des psychopraticiens aussi. Là, pour cette table ronde-là, c'est un petit peu hors sujet, mais pourquoi est-ce qu'il y a plus de psychologues que de psychopraticiens ? C'est aussi parce qu'on s'appuie sur le réseau de Catherine, principalement parce que moi, je suis arrivé plus tard. Et donc, forcément, on a moins de... Mais ça changera. Mais ça va changer. Psychopraticiens dans nos relations. Au fur et à mesure de tes formations. Exactement. Tu vas sûrement avoir un réseau qui va s'élargir et qui va... Exactement. Et donc, cette question de la légitimité, c'est pas simple. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel j'ai travaillé. Et maintenant, je suis plutôt OK. Et en fait... Pour les gens qui se demandent est-ce que les psychologues sont des méchants, non, les psychologues sont des gens bienveillants. C'est juste des individus particuliers qui sont mis en avant sur les réseaux sociaux et ça ne représente pas la masse des psychologues qui sont bienveillants et qui font attention à ce qu'ils disent aussi sur les réseaux sociaux pour ne pas dénigrer le travail des autres qui pourrait nuire à la thérapie que font les psychopraticiens finalement. Parce que s'ils cassent l'alliance des psychopraticiens, c'est pas cool non plus, quoi. Voilà. Okay. Il y a plein de gens qui te remercient pour ce que tu viens de dire. Il y a des psychopraticiens qui sont très contents. Qui applaudissent, ils mettent des emojis. Ouais, bravo. Il y a des gens qui disent vraiment merci en tant que psychopraticien, ça fait plaisir. Moi, j'ai une question sur le premier patient reçu en tant que psychologue, thérapeute. Comment c'est ? Le premier. Alors, je me rappelle effectivement de la première patiente que j'ai reçue en tant que psychothérapeute. Compliqué pour moi. En fait, moi, j'étais encore en cours de formation à la psychothérapie, puisque dans le cursus de formation aux thérapies cognitives et comportementales, on nous demande d'avoir une pratique clinique de psychothérapie. Donc, j'ai commencé alors que la formation n'était pas finie, mais comme tout le monde, quoi, voilà. Et j'avais un côté, je me sentais un petit peu dans l'inconfort, quoi, de faire ça. Alors, certains psys font le choix de le dire, qui sont encore en cours de formation à la psychothérapie. C'est pas le choix que j'ai fait à ce moment-là. Donc ça m'a demandé de travailler en supervision, voilà, pour être un peu tranquille avec ça.
Donc oui, comme toute nouvelle activité, en fait, c'était un moment qui était stressant pour moi, qui m'a pris plusieurs heures de supervision, voilà. Ça aussi, ça coûte en termes d'aspect financier et de temps aussi. Tout à fait. C'est le sujet, un des sujets de cet après-midi, du coup. Alors, en plus, pour moi, c'est une nouvelle posture, c'est un métier, donc le titre de psychologue, c'était pas nouveau pour moi, mais c'est une autre posture complètement, donc ça demande de se réajuster, quoi. Et ça prend du temps, c'est un nouvel apprentissage que de faire ça. Et voilà, et je me rappelle de ma première patiente, ouais, très bien. Et vous deux, comment c'est ? Je vais faire pour moi parce que c'est le moins drôle. Pour Catherine, c'était le plus... Je me rappelle encore. mais pour moi, c'était finalement assez zen, je trouve. Même, c'est ça qui me faisait un peu peur parce qu'il y avait Catherine qui était là. Alors tu stresses, hein, tu stresses. Non, j'exagère pas. Non, je voulais savoir. Non, en vrai, j'ai dit comment tu te sens. Mais peut-être j'ai demandé plein de fois. Mais j'ai pas dit que c'était stress. Je passais pour la... Et en fait, j'étais plutôt ok, un petit trac quand même, mais je me sentais vraiment pas submergé. Mais surtout, ce qui était bien, c'est que pour moi en tout cas, c'est que ça s'est très bien passé. Et après, j'ai été payé et j'avais mon billet. Et j'ai gardé mon billet dans mon portefeuille pendant 2 mois au moins, sans y toucher. Si, c'est drôle quand même. Ah oui. Tellement j'étais fier d'avoir fait ma première consultation rémunérée, parce que pour moi la première consultation c'est la première consultation rémunérée. Hein, quand même c'est cool l'estime de soi, hein, parce que quand même ça permet d'aborder le truc de manière plus positive. Voilà globalement. Moi j'en ai déjà parlé, j'ai raccroché, j'ai dit j'y vais pas. Je veux pas y aller. T'as dit oui, mais après en raccrochant t'as dit oui, j'y vais pas. C'est ça, oui, j'ai dit oui au patient. J'ai dit alors attendez, je regarde dans mon agenda. Évidemment j'ai fait comme plein de psys qui débutent et qui pour le coup décident de pas le dire, parce que moi je pense que ça peut être insécurisant peut-être, mais bon c'est ma pensée. Donc du coup j'ai cherché, oui alors attendez, je regarde. Bon évidemment il y avait rien dans mon agenda. Et donc, voilà, je pense que c'est pas entendu au téléphone, parce que j'ai cet avantage de l'inconvénient que mes émotions ne se voient pas. Et par contre, j'ai raccroché, j'ai dit j'y vais pas. Et à la fin de la séance, j'avais envie de dire non, mais c'est pour moi, je voulais pas être payée, non, vous savez, je m'entraîne, c'est pour moi. Ouais. Je pense qu'on s'en rappelle toutes et tous de notre premier, toi aussi. Oui. Nous, toi, ton premier, toi. Moi, mon premier, ça a été ma maître de stage qui m'a dit bon Myriam, en fait, on me demande, j'ai plein de familles qui me demandent si je pourrais venir, mais clairement, je peux pas. Donc, je leur ai parlé de vous. Donc voilà, ils vont vous appeler, ils sont plusieurs parents, ils sont très en demande, ils attendent beaucoup de vous, hein. Donc vous voyez avec eux, hein, c'est pas très loin. Et alors là j'étais dans l'ambivalence de ok, je suis super touchée de la confiance qu'elle a en moi, et en même temps mais c'est le stress parce que c'est pas moi qu'ils ont demandé et c'est moi qui vais y aller, etc. Et en même temps c'est comme ça que je suis partie m'installer dans l'Ain en fait, hein. C'est parce que j'ai eu cette opportunité là. Mais du coup les premières familles c'était stressant, ouais. C'était stressant. Et en même temps, l'excitation de se dire, quand même, quoi. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui hésitent à se reconvertir dans ce domaine-là ? N'ayez pas peur. Alors, c'est nul comme conseil. Quand on est psy, ça fait très injonction. Non, mais ayez peur, mais faites-le. Voilà, c'est ça. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. C'est mieux. Oui, oser, en fait. Bon, ça fait un peu injonction, mais... Et c'est pour ça qu'on avait fait cette vidéo sur ma reconversion. L'idée, c'était de déculpabiliser les gens qui pensent qu'ils sont trop vieux. Moi, c'était vers 30 ans, je pense. Mais j'avais des amis qui avaient 10 ans ou 20 ans de plus que moi et qui l'ont fait, quoi. Certaines d'entre elles, effectivement, ne sont pas forcément passées par la fac, mais c'est un métier, je pense, pour lequel l'expérience de vie compte aussi, quoi. Donc, en fait... bien sûr, si t'as aucun recul sur ta vie, si t'as jamais fait de thérapie, bon ok, peut-être commencer par là, mais quand même, la vie nous apprend des trucs, nous fait vivre des émotions qu'on a traversées, Alors bien sûr, l'idée n'est pas d'appliquer notre propre expérience sur les gens, mais ça nous sert. Je crois que c'est aussi une formation pour notre métier, donc je dirais, osez, quel que soit l'âge que vous avez. Moi, je dirais pas forcément oser, moi, parce que quelque part, c'est quand on n'est par exemple pas bien dans un travail, on peut aussi changer d'entreprise, on peut essayer de changer de poste, évoluer dans cette entreprise avant de se dire je vais tout plaquer pour me reconvertir. Et pour moi, il faut
il faut. Et c'est intéressant d'expérimenter, voir si c'est vraiment son travail qui pose souci. Ou alors, est-ce que c'est un rêve de devenir ci ou de devenir ça? Bon, si c'est un rêve, effectivement, vaut mieux y aller, tout en étant conscience que ça ne sera pas forcément qu'une partie de plaisir. Parce que c'est, comme tu disais, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps, donc ça veut dire des sacrifices aussi à faire. Et après, quand on débute une nouvelle activité, on n'arrive pas comme en triomphe en ouvrant son cabinet avec plein de monde dedans. T'as tout un boulot qu'on ne t'enseigne pas, qui est de te faire connaître. De te faire connaître. Plus administratif, si on passe du salariat comme nous, il y a du marketing à faire. Enfin, théoriquement, on ne dit pas ça pour les psys, mais il faut quand même apprendre à se faire connaître. Il y a quand même à envoyer, ne serait-ce qu'au réseau autour quand on s'installe. Qu'ils sachent que tu es là. Qu'il faut se présenter quand même un peu, rencontrer les autres professionnels. Donc il y a quand même un peu de taf en dehors de nos consultations, quoi. Donc pour moi, tout n'est pas rose. Là où je trouve que moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai essayé un petit peu. J'ai essayé par exemple la CNV d'abord. Et je trouve que j'ai trouvé que c'était sympa, j'ai aimé ça. Et après, j'ai essayé l'hypnose et j'ai pas pris le cursus complet d'hypnose où, sur X jours, je sais plus exactement combien il y en a, mais j'ai fait le premier module et ensuite j'ai fait le deuxième module et ensuite j'ai fait le troisième module. Alors oui, ça coûte plus cher, mais quelque part, j'avais l'assurance de vérifier si c'était vraiment l'endroit où j'avais envie de travailler au fur et à mesure. Ah, si tu avais fait tous les modules d'un coup, c'était moins cher. Ah oui, c'est normal. Si tu prends tout le cursus complet, en général, tu as un pack, le pack complet de formation, ça coûte moins cher que si tu fais l'un après l'autre. Et moi j'invite plutôt à la prudence, tu vois. On voit le côté impulsivité. C'est ce que j'allais dire. Et puis le côté attends. Et toi, Johanna? De base, je raisonnerais plutôt comme Catherine. Enfin, moi, ça s'est un peu fait comme ça. D'ailleurs, je m'en rappelle, Bérénice, ici présente, c'est à cause d'elle que je me suis inscrite à l'FTCC. C'est un soir à 23h30. Ah oui, carrément. C'est ce genre de choses. On est en train de parler. Et elle m'a dit, vas-y. Je dis, ok. Du coup, voilà. Merci Bérénice. C'est la parole de Bérénice, elle est comme ça. C'est parti pour 3 ans. Non, mais ça se passe très souvent comme ça. Moi, pour mes formations, thérapie des schémas, ça doit être avec toi, où j'ai dû avoir une conversation et ok, c'est bon. Allez, on y va. Du coup, oui, j'ai un peu un fonctionnement comme ça aussi, mais je tempérerais quand même un petit peu pour les personnes, en tout cas, quand ils sentent que ça résiste un peu. Il y a de l'anxiété derrière. Ça peut être un truc déjà à bosser en thérapie. Enfin, je pense à des personnes aussi qui ont un schéma d'échec ou des choses comme ça où en fait, on peut aussi prendre le temps de bosser un petit peu ces choses-là avant de se lancer là-dedans parce que quand on se remet là-dedans, quand on a déjà une vie professionnelle ou quand on a une famille ou plein de choses, quand on a une sécurité financière, il y a plein de choses qui vont bouger. Donc il va y avoir aussi une forme d'insécurité qui va débarquer dans la vie, quoi. Et en fonction du profil des gens, aller en thérapie, peut-être, c'est mon conseil. Là où moi, effectivement, dans ma personnalité, je suis pas forcément comme ça. C'est plutôt, moi, j'agis et puis après, on voit ce qui se passe. Tu traiteras la suite. Oui, c'est ça. Donc, je dirais, oui, la thérapie, super. Moi, d'ailleurs, ça m'a servi aussi à des moments où je doutais. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Etc. Et cette question de légitimité aussi. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue la fac? J'arrête? Mais par contre, avec déjà le pied dedans, quoi. Donc, moi, je suis un peu comme toi. Ça dépend peut-être des personnalités. Mais effectivement, la thérapie, moi aussi, j'ai plein de patients, comme vous, certainement, où en fait, ils sont aussi dans une reconversion professionnelle. Et parfois, comme tu dis, ça fait bouger des choses, ça active des schémas, mais ça n'empêche pas d'y être quand même dedans. Donc après, ça dépend des gens. Oui, après, moi je répète ça beaucoup à mes patients, mais on peut faire avec la peur en fait. C'est pour ça que je disais, oui, on a peur, mais on peut y aller quand même. Et ça va faire bosser plein de choses. Donc, de façon générale, allez-y. Mais avec votre personnalité. Voilà. Sinon, si vous faites comme Fabien, c'est plutôt du genre quand il choisit un livre qu'il doit acheter, il va faire tous les comparatifs pendant 10 jours. C'est un autre fonctionnement qui est valable aussi. Voilà, il va faire pareil avec ses formations, mais voilà. Et il reste 10 minutes normalement, mais j'ai quand même pas mal de questions. Allez, donc, vas-y. On va prendre 10 minutes de plus pour les questions, si ça vous va. C'est parfait. Allez, en plus, j'en ai une question hyper intéressante. Quelle est la différence entre l'hypnose et la thérapie mosaïque, notamment en termes d'approche et de prise en charge? C'est pas tellement pareil, même s'il y a des trucs qui se ressemblent. C'est-à-dire que l'hypnose, en gros, on va faire passer la personne dans un état modifié de conscience et ensuite on va
soit l'inviter à des dialogues avec elle-même, soit imaginer des choses, soit lui raconter des histoires qui sont des métaphores et qui pourront l'aider. Et on peut tout traiter, vraiment tout un tas de choses avec ça. C'est vraiment hyper. Et je précise qu'il y a des études. Et puis en revanche, la thérapie mosaïque, elle se rapprocherait plus de l'EMDR dans le sens où il y a des stimulations bilatérales alternées, donc par exemple avec les yeux ou le tapping ou au niveau des sons. Et là, l'idée, ça va être, contrairement à l'EMDR où, ce que j'ai compris, hein, en gros, on le fait à la grosse. On prend le trauma, on fait des stimulations bilatérales alternées et ça apaise. Là, l'idée, c'est plus de trouver quelque chose, une ressource, donc c'est-à-dire de penser à quelque chose qui fait un souvenir où on était bien, où on a réussi quelque chose, et on utilise les stimulations bilatérales alternées pour faire monter à fond ces sensations. Et ensuite, après, on fait venir par exemple, le trauma ou le problème un petit peu dans le coin de la tête. Et on fait les stimulations bilatérales alternées à ce moment-là, de façon à ce que on dissout un peu le trauma avec tout ce qui a été boosté avant. Et c'est entouré en plus d'un package de thérapie orientée solution. Et aussi, quelque part, tu as aussi des trucs un peu d'hypnose dedans, même si c'est pas marqué que c'est de l'hypnose. Stéphanie Kalfa qui a inventé donc, la thérapie mosaïque est formée à l'hypnose, tout comme... Et à l'EMDR. Et à l'EMDR. Et elle fait de la recherche. Et elle fait de la recherche. Et Francine Shapiro, qui faisait de l'EMDR, faisait aussi de l'hypnose. Bon, c'est quelque part les processus hypnotiques. Ah là là, tu vas devenir chiant, tu vas faire comme tous ces gens qui, à chaque fois qu'on parle d'une approche, ils disent oui, ça n'a rien été inventé, tout Voilà, est de l'hypnose, quoi. Tout est de l'hypnose. Voilà. C'est ce que tu as fait de la dernière lettre psy d'ailleurs. Oui, j'ai trollé. Tu as fait un petit troll. Je suis dans ma lettre psy, j'ai le droit de troller. Gentiment. Merci pour cette réponse Fabien. Il y a eu une question aussi sur le fait de... Est-ce que c'est difficile de travailler à temps plein en tant que psy parce que quelqu'un disait, en fait on entend souvent qu'il y a des psys qui partagent leur temps plein en plusieurs temps partiels. Bon, il y a aussi le fait qu'il y a très peu de temps plein en tant que psy, mais est-ce que la question, je pense, est-ce que c'est difficile en fait d'être psy à temps plein ? Est-ce qu'il y en a qui sont psy à temps plein déjà ? Moi, j'ai été neuropsy à temps plein. Alors, pour la question des temps partiels, donc moi, effectivement, j'avais 2 mi-temps, donc dans 2 institutions très différentes, des populations très différentes. C'est difficile, ça fait sensation un peu plus que le temps plein, je dirais, en termes de charge, parce que double charge mentale, c'est difficile en fait. En plus, moi, je changeais à chaque jour de la semaine, je changeais d'institution. Ouais, c'est lourd. Si la question c'est difficile, je peux dire oui, il faut que Moi aussi, j'ai été aussi à temps plein. J'ai fait un temps plein dans un FAM complet, ouais. Donc temps plein vraiment dans un seul C'est quoi, établissement. FAM, c'est foyer d'accueil médicalisé. Et c'était très intense aussi et j'ai trouvé que j'adorais mon métier de formatrice à côté parce que du coup ça me permettait de faire ok, je prends du recul sur ce qui se passe au sein de l'établissement. Et après j'ai fait mi-temps établissement et mi-temps cabinet, et là par contre c'était charge hyper intense parce que se dispatcher entre les suivis en individuel et en groupe au cabinet, revenir sur l'institution, comme on n'y est pas tout le temps, ça fait comme toi, tu reviens, il y a plein de trucs qui s'est passé, des fois c'est pas facile je trouve. Alors moi je comprends la question autrement, mais c'est du fait que moi j'ai jamais travaillé en institution pour diverses raisons que j'ai expliquées dans la vidéo que vous trouvez sur YouTube. Moi je voulais tout de suite être en libéral et du coup je comprends la question de est-ce que c'est vraiment possible humainement de travailler à plein temps en libéral en tant que psy, et moi je dirais que non. Ce qui me fait dire ça, c'est alors moi le fait que moi je peux pas, de toute façon c'est pas possible, et c'est pour ça que je suis très contente que on puisse aussi travailler sur Catherine la psy, parce que ça donne une autre manière de travailler, même si c'est beaucoup de boulot, mais ça permet de pas faire que des consultations, même si c'est quand même ça que je préfère dans mon métier. Et aussi je connais pas beaucoup de collègues qui sont à plein temps, parce que ça demande de l'empathie et de la compassion, et beaucoup aussi de travail émotionnel et intellectuel personnel pour pouvoir aider les gens, qui je pense est coûteux sur le plan du cerveau, et donc je pense que faire ça à plein temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de collègues qui au bout d'une quinzaine d'années ils n'y arrivent plus, quoi. 15 ans c'est long déjà. Ouais. Oui, mais on a pas mal de collègues au bout de 15 ans, en fait elles en ont marre parce qu'elles sont fatiguées en fait de ça. Donc, Oui, c'est ça. On en parlait ce matin, on se disait que des fois c'est intense aussi d'être à son compte et d'accompagner. Puis suivant les situations qu'on accompagne, on se sent parfois pas démuni parce que la situation environnementale elle est pas aidante, et que des fois ça peut être un peu dur aussi en termes
de coût émotionnel, quoi. Et moi, du coup, quand j'ai commencé à travailler en libéral, maintenant je fais que du libéral en psychothérapie, et là je suis plus à temps plein, c'est-à-dire que je fais moins d'heures dans la semaine par rapport à ce que je faisais en tant que neuropsy. Par contre, en termes de fatigue émotionnelle et tout ça, j'ai été démultipliée. Donc je travaille moins, si on compte les heures, je travaille moins. Par contre, en termes de répercussions, c'est largement pareil, voire plus. Après, il y a le fait que c'était aussi une nouvelle activité et voilà, donc le temps de s'habituer. Mais ça me coûte plus en travaillant moins. Et moi, j'ai tendance à me dire que tous les métiers sont difficiles, je pense. Il y a pas... nous, quand on travaille en tant que psy, on ne peut pas le comparer à quelqu'un qui travaille, je sais pas, avec des produits chimiques dans une usine, et ça reste super dur. Et donc, on ne peut pas dire tel métier, tous les métiers sont durs. Et pour nous, c'est plutôt au niveau de l'émotionnel que ça se passe. Et moi, je verrais ça aussi sur le côté de la spécialisation. Je pense qu'il y a des gens qui sont très bons pour se spécialiser dans une chose et de le faire toute une carrière. C'est pas un souci. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être plus touche à tout. Par exemple, moi, c'est mon cas et j'ai prévu de travailler à peu près 2 jours et demi ou 3 jours sur mon cabinet. Mais je ne souhaite pas faire plus. Alors, je ne sais pas si je peux faire plus parce que de toute façon, je n'ai pas l'expérience pour. Mais je sais que dans mon fonctionnement, j'ai besoin d'avoir d'autres choses. J'ai besoin d'écrire pour Catherine Lamsy, de tourner des vidéos, de faire plein d'autres choses parce que c'est ça qui m'amuse. C'est juste ça qui m'amuse. Et quand je travaillais en tant que développeur, j'ai commencé à plein temps et puis après je me suis mis plutôt à 80%. Et c'était pas une question de fatigue mais plus une question de lassitude et d'envie de faire autre chose à côté, quoi. Donc ça dépend, pour moi ça dépend du profil et je pense qu'effectivement c'est dur mais les gens qui suivent nos tables rondes, je pense qu'ils ont aussi des métiers qui sont, oui, bien sûr. qui sont difficiles, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui disait effectivement le temps plein c'est difficile car psychiquement c'est très intense et en même temps c'est difficile de vivre financièrement quand on n'est pas à temps plein, donc la balance est assez complexe. Et il y a quelqu'un qui rebondissait sur ce que vous disiez et qui demandait du coup à combien d'heures par semaine ou par jour maximum vous faites en libéral. Moi le max aujourd'hui, parce que je suis passée à 2 jours par semaine, c'est 8. Et quand je suis en visio, ça peut pas être autant parce que visio ça me fatigue énormément. C'est pour ça que mon tarif est un petit peu différent d'ailleurs en visio. Je sais que j'ai des collègues qui font parfois 10 sur 3 jours. Hier on a une collègue qui a dit que cette semaine elle avait fait 3 jours de consulte et 10 patients par... Moi je trouve que voilà. Et donc il y a quelques temps j'étais sur 3 jours en présentiel et je faisais 6. 6 ça va pour moi. Et au début tu commençais avec beaucoup quand même. T'avais fait, des fois tu étais à 9. Oui, au tout début j'étais sur 3 jours et 9 par jour plus de la visio. Bon, je pense que en tout cas, moi, quand j'ai démarré, j'ai eu peur de ne pas pouvoir en vivre financièrement. Parce que voilà, comme je disais, j'avais pas de plan B. Une fois que j'avais fini mes études, il fallait que je recommence à gagner de l'argent. Voilà. Et puis, tu avais aussi des gens qui avaient besoin. Et qui, par exemple, des patients qui arrêtaient, qui revenaient. Et tu pouvais pas leur dire, non, finalement... Il y en a qui le font. Je crois que j'ai des collègues qui peuvent dire non. Ouais. Moi, c'est vrai qu'il y a un patient qui est déjà venu chez moi. Je le reprends d'office. Mais ça c'est ma propre histoire comme ça, mais du coup il y a des fois où du coup ça coince dans le planning, quoi. Clairement. Vous diriez quoi? Tu dirais quoi? Au tout début, le maximum c'était 9. Pour les mêmes raisons que toi, il y avait une question d'insécurité, je pense aussi un petit peu financière et voilà. Et parce qu'en fait, au début, je faisais un peu de libéral et de l'institution à côté. Et du coup, je m'arrangeais comme je pouvais. J'avais qu'une seule journée de libéral dans la semaine, donc c'était comme ça. Aujourd'hui, le maximum, c'est 8. Pour moi, c'est trop. Donc, je vais plutôt viser à réduire ça. Et le confortable, c'est 6. 6, 7. Ça dépend sur combien de jours. En même temps, si tu fais 6 sur 5 jours, moi je pense que c'est trop. Enfin, pour moi, ce serait trop, je pense. Oui, je pense pour moi aussi. Effectivement, je travaille pas sur 5 jours. Mais avec les mêmes problématiques que toi, parce que c'est pareil, moi je reprends les patients qui reviennent. Et en fait, du coup, des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et il y a des journées qui sont plus chargées que d'autres. Donc, maximum 8, mais c'est pas mon confort. Mon confort de travail, c'est 6, 7. Et toi ? Moi, j'en suis à 2 au max. Donc, moi, je le vis plutôt bien, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, on rentre à la question. Quand j'avais mes enfants en instruction en famille, je travaillais sur 3 jours par semaine et je faisais quasi 10 heures par jour.
À côté de ça, je faisais aussi de la formation, donc je partais en déplacement, etc. Donc les semaines où j'étais pas au cabinet, il fallait compenser sur les autres semaines. Quand on a déménagé, j'ai changé de rythme. Je peux plus faire 10 consultes, même 7, c'est trop en fait. Je peux le faire 1 ou 2 fois, mais il faut pas que ça soit trop redondant. Sinon, après, je sens en fait, je fatigue très vite. Et ma capacité attentionnelle, elle se réduit drastiquement, j'ai l'impression, avec l'âge aussi, à des moments donnés. Et là, à l'heure actuelle, pour des soucis perso de santé, j'ai besoin, je suis max à 4, c'est bien par jour, ça suffit. Je peux pas, je peux pas, je sature en fait, je suis moins performante, je me trouve. Du coup, je trouve que c'est pas juste pour les gens. Après, je suis en mode, je vais pas te prendre ton argent, donc. Donc en fait, il vaut mieux pas que je fasse la consultation. Ouais, je pense que du coup, c'est important de pouvoir rappeler que c'est quand même un métier dans lequel où c'est hyper important qu'on soit quand même régulièrement focus sur comment on se sent. Parce que comme notre état a un impact sur les thérapies qu'on mène, bah, si on peut pas. Mais effectivement, je rejoins la personne. Parfois, du coup, comment on s'y prend financièrement, bon, ce sera peut-être la question sur l'éthique quand on bloque financièrement, alors qu'on est fatigué, peut-être on pourra en reparler. Mais effectivement, ça peut parfois un peu... Bien, merci pour ces réponses. Il y a une autre question qui est hyper intéressante aussi. Qu'est-ce qu'un praticien, donc j'entends psychopraticien, ne peut pas traiter par rapport à un clinicien, donc j'entends par rapport à un psychologue clinicien? C'est quoi les différences au niveau des compétences et des prises en charge entre un psychoprate et un psychologue? Je pense que c'est ça. Alors là, pour moi... On fait un troll ou pas? Oh, j'ai trollé. Vas-y. Pour moi, la différence, c'est dans la TVA. Je m'attendais pas à ça. Oui, c'est vrai. Que le psychopraticien n'a pas fait la fac et il n'est pas exonéré de TVA. Oui, parce que psychologue est une profession réglementée, donc on est exonéré de TVA. Voilà, donc ça veut dire que, imaginons, vous donnez 100 € à votre psychopraticien, il y a 20%, donc 20 € qui iront déjà en TVA. Et après, bon, bah, ça sera le psychopraticien, il empochera 80 et il paiera ensuite ses charges dessus. Après, pour moi, c'est très difficile de répondre à cette question parce que déjà, quand on voit les études de psychologie, il n'y a pas un truc qui est uniforme. Donc, c'est un peu... toi, tu vois, tu as fait une fac psychanalytique, mais ça t'allait pas. Quelque part, on va dire que c'est après ta fac psychanalytique que tu as pu choisir ce qui te plaisait et là où tu as finalement acquis ton expérience et ton savoir-faire, quoi. Donc, moi j'ai tendance à dire que... voilà. Ça dépend tellement, ouais. Il y a tellement de formations et universitaires différentes et privées différentes. Alors ensuite, sur le psychopraticien, il n'a pas accès non plus à toutes les formations qu'ont accès aux psychologues. Des fois, on a envie d'aller dans une formation et puis on dit « Ah non, c'est pour les psychologues, les psychiatres ou les médecins ». Bon, c'est quand même dommage parce qu'un psychopraticien qui a envie de se former, donc a envie de progresser, ben on lui dit non, t'as pas le droit de progresser. Ben, je trouve ça triste. Et voilà. Donc par exemple pour le MDR, il me semble que normalement je peux pas le faire. En manche-thérapie mosaïque, je peux parce que même si c'est pas de l'EMDR, ça s'en rapproche un peu, mais là je peux y aller. Où il y en a, où d'ailleurs souvent il y a une formation qui sort avec réservée à telle population, et ensuite il y a quelqu'un qui se dit bah moi je vais faire ma version, mais accessible par tout le monde. Et à ce moment-là, on peut y arriver. Donc je pense pas que le psychopraticien soit le wish du psychologue quelque part. C'est juste que voilà, on n'a pas fait la fac. Il y a peut-être des choses qui manquent, mais en général, les psychopraticiens ont à cœur de se former, j'imagine, et ils vont aussi faire d'autres formations, plutôt en psychothérapie du coup, plutôt qu'en psychologie générale, quoi. Donc il y a peut-être un peu moins, j'en sais rien parce que je ne connais pas les formations que tu as pu faire, tout ça, il y a peut-être un peu moins l'aspect psychopathologie générale, c'est plus axé psychothérapie, mais le côté psychopatho, diagnostic, tout ça, un peu moins. Alors, ça dépend des formations, Ouais, et tu as ça. des formations qui sont dédiées justement à la psychopathologie. Ok. C'est-à-dire qui sont ouverts justement aux accessibles, d'accord, psychopraticiens. Donc là, finalement, tu es un petit peu autonome pour savoir vers où tu vas. Contrairement à la fac où on te dit il faut que tu fasses de la psychopathologie, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Là, c'est toi qui arrives et qui va prendre ce que tu as envie de prendre, et aussi en fonction de ton budget. Par exemple, où est-ce que tu vois l'urgence pour toi de travailler? Est-ce que tu te dis là je suis arrivé à un plafond, je ne peux plus progresser, il faut que je fasse de la psychopathologie? Tu te prends une formation de psychopathologie où tu as besoin de travailler un truc comme... je sais pas, comme sur le trauma, tu prends une formation sur le trauma. C'est à toi de t'axer, de choisir là où tu vas. Tu es un peu plus autonome, quoi.
Ok. Donc ça dépend quand même vachement des formations, des personnes, Ouais. Oui, les personnes de, aussi. Parce que, de la personne en elle-même, comment elle se sent ou pas. Est-ce qu'elle se supervise? Est-ce qu'elle se supervise? Cet après-midi, vous avez supervision, hein, c'est ça aussi. Cet après-midi, il y a une table ronde sur la supervision très intéressante. Hein. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit en fait, je me demande si ça ne dépend pas simplement du thérapeute, un thérapeute oui. qu'il soit psychologue ou pas, s'il se remet en question et se forme et avance dans sa pratique, sera plus à même de voir où se situent ses limites face au patient et dans ce sens, le patient n'est pas en danger. Ouais. Bah oui, parce que nous, en tant que psychologue, même si on a un diplôme d'État, rien n'est obligé dans la formation continue. Donc, on peut aussi avoir des collègues psychologues qui, parfois, n'ont pas une grande formation continue, vont pas forcément faire de la veille scientifique ou ni même se superviser, en fait, se faire superviser. Tous ne le font pas non plus. Donc, là où des fois, en tant que psychopraticien, des fois, moi, je sais, pour avoir fait la formation de coach parental, c'était souvent rabâché. En fait, vous devez être suivi, vous devez faire de la supervision. À partir du moment où vous avez des personnes en suivi, il faut prendre une supervision d'office. C'était comme un passage obligé, quoi. Parce que pour moi, en théorie, le cursus de la fac, il est censé nous permettre ça, c'est-à-dire d'être au courant des dangers et de pouvoir détecter un truc éventuellement dangereux. Mais c'est en théorie, c'est-à-dire que ça dépend de la fac qu'on a faite et tout ça. Ouais. Mais pour moi, le diplôme de psychologue, il devrait nous permettre ça. On sait que ça forme pas, enfin, en fonction des facs, ça forme pas extrêmement bien la psychothérapie, le cursus de la fac. Enfin, je n'ai pas l'impression de dire un scoop quand je dis ça. Encore une fois, ça dépend, il y a des exceptions, mais de façon générale, c'est pas extrêmement formateur à ce niveau-là. Par contre, pour moi, du coup, l'attendu, le minimum de la fac, c'est ça, c'est cette formation psychopatho où on est censé être en mesure de détecter un trouble particulier, par exemple, qui nécessite qu'on en informe le patient, qui nécessite qu'on réoriente vers le médecin, savoir repérer des signes qui nous font comprendre que le patient il est en danger. Et le fait que, pour moi, le débat, il est peut-être un peu là aussi avec les psychopraticiens, qu'il n'y a pas forcément ça dans la formation du psychopraticien et que les gens ne sont pas toujours informés des différences entre psychopraticiens, psychologues, tout ça. Pour moi, le point un peu sensible, il est un petit peu là, finalement. Ouais, sauf que, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, la fac m'a absolument pas formée à ça. Mm. Comme j'ai pu le dire juste avant, nous, on nous disait le DSM, c'est le diable. Ouais. Donc, le DSM... On a fait la même fac, moi en licence. Oui, tout à fait. Mais, oui, moi, j'ai fait qu'en master. Après. Ouais. Mais en tout cas, ouais, donc il y a aussi ça. Alors que, par contre, en analyse transactionnelle, même si c'est une approche que je pratique plus trop aujourd'hui, il y avait des modules sur les différentes psychopathos, il y avait des modules sur reconnaître les diagnostics DSM. Donc en fait, ça a vraiment... Bien sûr que tu as des formations psychopraticiens qui durent 3 jours et t'installer avec ça, c'est juste pas possible, quoi. Mais la plupart des formations sont si. pas... C'est ça le problème, en Enfin, fait. non, c'est pas possible, oui. Dans le sens, j'évalue que pour moi, ça va pas. Ouais. Mais en même temps, voilà, comme disait Fabien tout à l'heure, moi j'ai fait la fac pour ce titre, mais je suis sortie de là et c'était ok, maintenant erase all, j'oublie tout et maintenant j'utilise ce que j'ai appris en analyse transactionnelle depuis 7 ans et puis je vais me former à des nouveaux trucs. Et en EMDR, moi je trouve que la formation, oui, elle est ouverte à des psychologues qui donc sont censés, sur le plan de la théorie, avoir eu certaines formations. Par contre, elle forme un outil qui est potentiellement dangereux puisque c'est un outil émotionnel et donc il peut faire décompenser si on l'utilise mal. Et ça, moi je trouve que même dans la formation MDR, en 3 jours tu apprends la technique, n'importe qui peut l'apprendre. Donc voilà, je trouve que c'est pas si simple que ça. Mais c'est pour ça que moi je défends pas le titre à ce jour, quoi. Si un jour la fac forme vraiment à ce que tu décris, je serais peut-être un peu plus différente. Moi, j'aurais besoin que les facs s'uniformisent vraiment beaucoup. Pareil. Et pas que ça dépende des directeurs à chaque fois, parce que c'est un peu ça, quoi. Ou des labos. Oui, des éléments politiques aussi. Oui, du coup, c'est très politique. Est-ce qu'il existe des masters qui forment correctement à la psychothérapie et qui donnent de bonnes bases pour exercer dès la sortie des études? Il semble qu'il faut encore tout apprendre en psychothérapie, même après un master clinique. Alors il y a, en tout cas, par exemple, alors c'est une fac semi-privée, mais la fac à Metz, je crois, qui est en lien avec l'institut, je ne sais plus comment il s'appelle, tu as dans le master le niveau 1 de MDR. Donc ça veut dire que tu as quand même déjà quelques billes pour ça. Vous avez aussi un TCC Ouais, alors moi j'ai fait le master neuropsy à Chambéry, mais à Chambéry ils font master TCC aussi pour la psychologie. Moi j'ai le master clinique, psychologie clinique de TCC de Chambéry.
Et effectivement, c'est un master psychologie enfant et adolescent à l'époque, et très axé TCC. Et donc, on a eu énormément de cours qui faisaient que quand même j'ai eu des collègues qui ont commencé à exercer directement en thérapie, même si elles ont continué avec le DU derrière quand même, pour aller plus loin en fait, parce que même si c'est des bases, c'est un peu comme le niveau 1 de MDR, tu t'arrêtes pas là. Tu as besoin d'aller plus loin parce qu'avec les problématiques. Mais tu peux commencer. Mais on peut commencer, ouais. Mais ça dépend quand même beaucoup des facs. Hein. Complètement. Ouais, Puis j'ai entendu parler de 2-3 autres facs que je ne saurais pas citer. Mais oui, il y a quelques facs où apparemment les étudiants ont l'impression que oui, ils ont quand même été formés à une approche en particulier et ils se sentent en mesure de démarrer, même s'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je ne sais pas si c'est la majorité, je suis pas sûre. En tout cas, à Lyon 2, la plupart des étudiants avec qui j'étais, même ceux et celles qui se sont installés, disaient même avec ces éléments psychanalytiques, moi je sais pas quoi faire avec mon patient, quoi. Donc la plupart se sont formés à d'autres choses derrière. Ok, et écoutez, je pense que c'est tout bon. On va pouvoir tranquillement s'arrêter. Je suis désolée, j'ai pas pu poser toutes les questions parce qu'il y en a énormément. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire pour la dernière phrase? Moi j'aurais tendance à dire, si vous hésitez entre le psychiatre, le psychologue ou le psychopraticien, allez juste pousser le cabinet d'un psy, peu importe lequel. Quand on souffre, il faut se faire soigner. C'est juste ça. Et puis on peut trouver des très bons psychiatres, des très bons psychologues, des très bons psychopraticiens. Et on peut en trouver des nuls dans tout ça aussi. Oui, et en même temps, parce que si on en trouve sur des nuls, qu'il faut complètement arrêter. Voilà, c'est ça. Sûr. Il y a juste besoin de se relancer. Des fois, c'est dur de se relancer, mais c'est important. Et je vais me faire l'avocat du diable, mais pour en connaître un certain nombre de psychopraticiens et psychopraticiennes, du fait de l'analyse transactionnelle, du fait du parcours de Fabien aussi, moi, tout ce que je connais, c'est des gens qui veulent bien faire leur boulot, et parfois ils sont coincés par certaines formations, mais il faut bien se dire que ces gens-là, ils ont envie de faire ce qu'ils vont faire. Donc si on les bloque en EMDR, ils vont aller chercher autre chose. Et parfois, on a des collègues psychologues qui vont dire oui, mais du coup, Rythmo, donc, ou IMO, les choses qui sont considérées comme étant des EMDR low cost pour ceux qui sont pas psychologues. Et en fait, c'est faux. Alors déjà, quand on regarde le contenu, c'est pas tout à fait pareil, mais aussi, c'est aussi parce que ces psychopraticiens et psychopraticiennes, ils veulent vraiment se former. Donc dites-vous que de toute façon, ils vont aller se former quelque part. Autant que ce soit des formations qui sont bien foutues, en fait. Si on leur ferme les portes des formations qui sont bien foutues, en fait, ils vont aller se former ailleurs. Voilà. Alors après, on peut toujours dire qu'un jour la psychothérapie sera réglementée. En fait, ça déplacera le problème, comme ça l'a fait quand on a réglementé le titre de psychothérapeute. Il y a des gens qui disent que c'était super. En fait, ça a juste déplacé le problème. C'est ça. Les gens qui étaient psychothérapeutes sont devenus psychopraticiens. Ils exercent toujours, certains très bien. Voilà. Ça déplacera juste le problème, donc à mon avis, et donc les gens qui veulent se former, à se former correctement, faisant une formation à la fac. Moi, je suis pour militer pour une formation à la fac solide, bref.